Bon, je vous propose de continuer. Donc on voit que les sujets juridiques sont très pointus et je pense que c'est là où on commence à avoir besoin de se faire accompagner par des spécialistes, notamment sur les sujets de cloud. Moi je retiens qu'effectivement, à travers un contrat, on peut se protéger. Mais sur les services gratuits où on accepte les conditions, ce n'est pas réellement un contrat, on n'a pas cette garantie. Voilà. Donc, moi je ne suis pas juriste. Donc, là, moi je vais vous parler de sécurité, de sécuriser vos données. Donc, ce qui est important de comprendre avec un des nouveaux principes qui est introduit avec le RGPD, c'est que maintenant vous allez avoir l'obligation de sécuriser vos données, ce que vous n'aviez pas par le passé. Donc, ça fait partie des 6 principes qui sont énoncés dans le texte, dans les articles 6 à 11. Donc, maintenant, vous êtes responsable de cette sécurité. Alors, la sécurité des données, c'est la disponibilité des données, l'intégrité et la confidentialité. On pense souvent à la confidentialité, puisqu'on parle de données à caractère personnel, mais il y a les autres éléments qui sont également importants. Alors, est-ce que je vais trouver le petit bip Non, c'est pas grave. Donc, ouais, la disponibilité et l'intégrité notamment. Si vous avez des bases de données chez vous, par exemple une base de données sur les condamnations pénales, et qu'elle est altérée, qu'elle est modifiée à mauvais escient, c'est un incident de sécurité. Donc voilà, premier principe, le principe de sécurisation des données. Et je vais faire un zoom particulier sur les traitements dits à risque, puisque comme le disait Reynaldo, maintenant on doit être accountable, donc on doit montrer que pour les traitements à risque, on a mis en place des choses. Alors les traitements à risque, déjà, qu'est-ce que c'est? C'est des traitements qui répondent à deux critères parmi ces 9 qui sont énoncés ici. Donc bien sûr, il y a les données sensibles, on en a parlé tout à l'heure, les données sensibles, c'est les données de santé, les données d'opinion, politique, religieuse, les données, qu'est-ce qu'il y en a d'autre, tout ce qui est ethnique, racial, les données biométriques. Donc, les données sensibles, dès que vous commencez à manipuler ces données-là, il va vous falloir une autorisation. Mais si vous cochez 2 autres critères parmi ces 9, donc on peut les énoncer rapidement, la notation d'une personne, donc du scoring, c'est des choses qui se font, du scoring, par exemple, quand vous donnez un prêt à quelqu'un, il y a un système de scoring, vous ne prêtez pas de l'argent à n'importe qui. La décision automatisée, ça va être autorisé par exemple un niveau de carte. Carte bleue, si la personne est de confiance, on va de manière automatique décider s'il a le droit à cette carte ou pas. Surveillance systématique, ça va être tout ce qui est télésurveillance, mais aussi tout ce qui est traceur GPS sur des véhicules par exemple. Donc les données sensibles, on en avait parlé. Les personnes vulnérables, si vous collectez des données sur des personnes mineures, ce sont des personnes vulnérables. Par exemple, ATN, quand ils font les programmes avec les UM, des enfants accompagnés, ils collectent des données sur des mineurs. Du traitement à grande échelle, donc la notion de grande échelle est un peu floue, mais en gros, si c'est systématique dans votre activité de collecter de la donnée, comme un transporteur aérien par exemple, c'est une notion de grande échelle, même si vous êtes une petite compagnie aérienne. Si vous faites du croisement de données, c'est-à-dire vous récupérez des bases de données d'autres acteurs qui font du marketing ciblé par exemple, et que vous les croisez avec d'autres éléments. Donc ça, c'est le cœur du business de Facebook par exemple. Les usages innovants, alors c'est là où c'est assez vaste aussi, mais en gros tout ce qui est objet connecté, donc les montres bracelets qui mesurent votre santé. Maintenant, les gens sont très friands de ce genre de choses. Tout ce qui est application mobile, ça rentre là-dedans. Ou tout ce qui peut exclure quelqu'un du bénéfice d'un service. Donc là, je pense par exemple aux assureurs, typiquement. S'ils veulent vous exclure d'un contrat, c'est un des critères qui peut faire que c'est un traitement à risque. Donc 2 critères parmi les 9, on y est assez rapidement. Donc je pense qu'il y a pas mal de sociétés sur le territoire qui doivent avoir des traitements à risque. Qu'est-ce qu'on doit faire quand… Alors là, j'ai mis quelques exemples encore. Traitement à risque, bien sûr, il y a tout ce qui est données de santé, il y a tout ce qui est dans la banque, mais ce que je voudrais mettre en lumière, c'est tout ce qui est usage innovant aussi. C'est quasiment automatiquement du traitement, un traitement à risque.
Voilà, alors ce que vous allez devoir faire pour être accountable, c'est une analyse de risque. Alors il y a un petit nom CNILesque, analyse d'impact sur la protection des données. Vous allez devoir étudier les risques qui pèsent sur ces traitements. Donc c'est une petite étude que vous faites. L'étude, elle se compose en deux parties. D'abord, vous regardez si vous respectez les principes fondamentaux. Donc si vous avez bien suivi, c'est les 6 que j'ai énoncés au début. Et ensuite, vous allez faire une analyse de risque comme le ferait un responsable de la sécurité des systèmes d'information. C'est-à-dire que vous allez regarder tous les scénarios de risque qui pèsent sur ces données. Alors un exemple, ça peut être le vol de données physiques. Quelqu'un rentre dans le bureau, il vole les dossiers. Et vous allez les étudier en termes de probabilité et d'impact. Donc la CNIL propose des guides là aussi méthodologiques. Donc je vous laisserai, je laisserai la présentation, vous pourrez regarder un peu plus en détail. Et elle fournit aussi un outil qui est gratuit. Donc il y a un outil gratuit à la disposition des gens pour faire cette analyse de risque. Et il est assez bien fait, il est assez didactique, il vous explique à cette étape-là qu'est-ce que vous devez faire en vous posant des questions. Ça vous permet de remplir l'analyse de risque. Alors ces analyses de risque, comme je le disais, elles sont obligatoires sur les traitements à risque et il va falloir les documenter puisque vous êtes accountable. Donc il va falloir garder une trace comme quoi vous avez étudié vos risques. Alors, un petit conseil sur la démarche, faut rester quand même pragmatique. Faut rester pragmatique et ne pas faire quelque chose de très complexe. Se baser sur l'outil qui est fourni par la CNIL, c'est vraiment un bon moyen. Intégrer les AIPD dans la gestion de projet. Donc si vous avez en interne dans votre entreprise des chefs de projet, sensibilisez-les à cette nouvelle obligation. Mettez-leur une checklist peut-être en début de projet pour qu'ils vérifient si leur traitement est à risque. Et s'il est à risque, au moins qu'ils vous contactent pour que vous puissiez travailler avec lui. Essayez de faire, quand vous faites une analyse de risque, une équipe mixte avec des juristes, des personnes techniques, des personnes qui font de la sécurité informatique. Voilà, puis après, il faut prioriser vos chantiers selon la complexité du coût et de mise en œuvre des mesures de sécurité. Parce que l'analyse de risque, bon, je ne l'ai pas bien expliqué, mais quand vous analysez vos risques, en face, vous allez mettre des mesures de sécurité pour réduire ce risque. Alors j'ai mis quelques exemples de mesures de sécurité. Vous avez là aussi des guides pour vous aider. Vous avez un guide de la CNIL qui est très bien fait, dans lequel on peut piocher. Vous avez les guides de l'ANSSI aussi, c'est la petite icône en forme de drapeau français là. Et ce qui est préconisé pour réduire vos risques, c'est de bien composer parmi plusieurs mesures de sécurité, de la prévention, donc c'est quelque chose qui va empêcher le risque, de la protection. Ça va, même si le risque est présent, ça va baisser la probabilité du risque. Contenir le risque, c'est-à-dire, par exemple, si vous avez des bases de données sensibles, essayez de cloisonner vos données. Les données qui sont très sensibles, vous n'allez pas les stocker dans le cloud chez Google, par exemple. Vous allez les stocker en interne, le reste, vous pouvez peut-être le cloudiser quelque part chez un sous-traitant. Mais des mesures de détection aussi. En traçant les accès, par exemple, vous êtes capable de savoir si vous avez un incident chez vous. Si vous n'avez aucune mesure de détection, vous attendez que l'incident arrive et malheureusement, vous ne pouvez pas être proactif. Des mesures pour remédier aussi, donc comme je l'ai dit, il y a le risque de destruction aussi qui existe, ou le risque de... Donc il faut mettre des sauvegardes en place ou des procédures pour bien gérer vos incidents. Alors maintenant, on va parler des incidents. Donc, alors, la nouveauté aussi, c'est voilà, vous avez 72 heures. À partir du moment où un incident est avéré, donc vous recevez plusieurs plaintes de clients, exemple, plusieurs plaintes de clients qui vous alertent en vous disant bon, là, 3 heures après avoir acheté sur votre site internet, ma carte a été piratée.
plus vous en recevez, 5, 6, 7, 8, vous pouvez commencer à déjà vous dire « Ah, j'ai peut-être un incident sur mon site ». À partir du moment où vous avez un soupçon d'incident, vous avez 72 heures pour notifier à la CNIL. Et vous allez devoir préciser la nature de la violation et si c'est faisable, le nombre de personnes concernées. Donc là, il va falloir être prêt dans les starting blocks pour pouvoir répondre parce que 72 heures, c'est très court. Il va falloir que vous indiquiez le nom du DPO et les impacts potentiels qu'il peut y avoir sur les personnes. Donc les données qui ont été volées, quel est l'impact? Et enfin, vous mettez les mesures qui ont été prises ou que vous envisagez de prendre dans votre déclaration d'incident. Alors, si vous avez un incident, il y a deux adresses à connaître. L'adresse pour notifier les incidents, qui est là, et l'adresse juste au-dessus, cybermalveillance. C'est un site français avec des fiches réflexes qui vont vous permettre, selon les typologies d'incidents, de réagir correctement avec une checklist. Alors, il y a une exception à la règle, c'est si jamais les données qui ont été volées étaient fortement chiffrées. On considère que le chiffrement est une exception, et donc si les données sont chiffrées, a priori, il y a zéro impact. Alors, faut-il notifier les personnes? Maintenant, on a la certitude qu'on a eu un incident, qu'il s'est passé quelque chose, on a notifié la CNIL. L'article 34 indique qu'il faut alerter les personnes s'il y a un risque avéré pour ces personnes. Et en cas de doute, de toute façon, dans votre notification d'incident, le mieux c'est de demander l'avis de la CNIL. Vous demandez l'avis de la CNIL et c'est la CNIL qui vous dira si vous devez communiquer de manière individuelle auprès de ces personnes ou de manière publique à travers votre site. Voilà, puis après ce que je voudrais dire, c'est une des procédures qu'il faut mettre en place en interne, c'est la gestion de crise. Se préparer déjà, puisqu'on n'a que 72 heures pour réagir. Donc il faut formaliser et tester ces procédures de gestion d'incident, prévoir déjà un arbre de décision. Bon, si c'est mon site web qui s'est fait pirater, qu'est-ce que je vais commencer à vérifier, dans quel ordre, qui c'est que je vais appeler? Préparer des messages types aussi, parce que vous allez être très vite sous les feux des projecteurs. Donc c'est bien de préparer sa communication. Et l'inscrire dans votre processus de gestion de crise. Donc tout incident autour des données personnelles n'est pas forcément une crise en soi. Ça dépend de l'ampleur de l'incident. Mais c'est bien quand même de l'intégrer dans votre gestion de crise parce que très vite votre PDG peut être interpellé et à ce moment-là, il vaut mieux avoir mobilisé la cellule de crise. Je ne sais pas si vous avez entendu par exemple British Airways l'année dernière qui se sont fait pirater. Ils ont très bien réagi dans les médias. Donc on voyait qu'ils étaient préparés. Ils avaient des messages types, le PDG était déjà prêt à parler devant le JT dans les 24 heures. Donc on sentait que c'était quand même assez préparé. Voilà pour la présentation. J'espère que j'ai été clair. Est-ce que vous avez des questions? Merci, je vais passer la parole.